C'est la suite de la REFNUM 2020. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. Vous êtes connectés, REFNUM entièrement numérique. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions d'ailleurs en direct en allant sur le site num.laref.org. num.laref.org. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure lorsque vous suivez nos intervenants, et y compris pour l'intervenant que nous allons retrouver tout de suite pour cette séquence qui s'intitule « Ce que la crise a révélé ». On va prendre un peu de hauteur maintenant, on va s'élever avec quelqu'un qui nous inspire et qui nous fait voir le monde différemment depuis des années. C'est Bertrand Piccard, en effet. Bertrand Piccard, êtes-vous avec nous? Je suis là. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Bonjour Bertrand, comment allez-vous? Excellemment. Excellemment, à condition qu'on considère qu'une crise est une opportunité pour apprendre quelque chose. Parce que si on considère que la crise est seulement un coup de marteau qu'on reçoit sur la tête, à ce moment-là, je pense que tout le monde va très mal. Absolument, vous allez nous en parler. Bertrand Piccard, je rappelle que vous êtes psychiatre, vous êtes explorateur, vous êtes président de la fondation Solar Impulse. Solar Impulse, ce rêve incroyable, qui a été le premier avion électrique à faire le tour du monde sans carburant. Et aujourd'hui, eh bien, la suite de l'histoire, c'est donc la fondation Solar Impulse. C'est notamment une partie de la suite de l'histoire. La fondation qui a lancé un projet, je pense que vous allez nous en parler, un projet ambitieux, trouver 1000 idées pour changer le monde, 1000 solutions efficaces et rentables pour une croissance propre. Parce que Bertrand, selon vous, il y a une troisième voie possible entre croissance illimitée et décroissance. La crise sanitaire, vous le disiez, a peut-être révélé, accéléré des choses. Et c'est peut-être bien l'occasion de changer le monde. Alors vous allez nous le dire, je vous laisse la parole. Et puis, si vous voulez bien, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous poser encore d'autres questions. Bertrand Piccard, c'est à vous. Absolument, merci Jérôme. Ce titre est important, et je précise, c'est le MEDEF qui l'a trouvé. J'aime beaucoup ce que la crise a révélé et non pas ce que la crise a causé. Parce que le monde d'avant la crise était déjà un monde dysfonctionnel, et le Covid a simplement mis en évidence, exacerbé la situation préexistante. Alors, c'était quoi cette situation préexistante? Mais c'était un monde qui était déjà au bord de la récession. Il y avait déjà des signes au sein de la direction de grandes entreprises mondiales que les marchés allaient commencer à diminuer, que le commerce allait commencer à diminuer, que la demande commençait à diminuer. On était dans un monde de l'inefficience. Et c'est vraiment le terme que j'ai envie que vous vous rappeliez aujourd'hui. Le monde de l'inefficience. Nous croyons être modernes parce que nous brandissons nos engins numériques, notre ordinateur, notre téléphone, etc. Mais en fait, à part ça, à part le numérique, toutes les technologies que nous utilisons datent d'une centaine d'années et ont été inventées au début de l'ère pétrolière. Des moteurs à combustion qui gaspillent 75% de l'énergie qu'on met dans le réservoir, des maisons mal isolées, des processus industriels archaïques, une manière polluante et inefficace de produire de l'électricité, du mouvement ou de la chaleur en brûlant des énergies fossiles. Des chauffages, des éclairages, tout ça avec des vieilles technologies, des ampoules à incandescence dans la plupart des pays encore, des radiateurs électriques qui consomment 4 fois plus d'énergie par unité de chaleur produite qu'une pompe à chaleur. Donc nous étions dans le monde de l'inefficience. Nous étions dans le monde de l'injustice. On voyait déjà, avant la crise du Covid, émerger des révoltes populaires contre les inégalités qui sont non seulement moralement inacceptables, mais qui devenaient de plus en plus dangereuses. C'était un monde qui était tellement délocalisé que nous étions dépendants de régions étrangères qui pouvaient, au moment, par exemple, où la Chine a commencé sa crise du Covid, sa première vague, une partie de l'approvisionnement du monde occidental était coupée. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on délocalise autant? Pour gagner quelques centimes sur le prix de vente de ce qu'on propose sur le marché en Europe, aux États-Unis. Quelques centimes sur le prix de vente au risque d'une dépendance totale à l'étranger. Donc, nous étions dans un système qui, de toute façon, allait s'écrouler. La crise du Covid a mis en évidence toutes ces fragilités. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Moi, je dis toujours qu'une crise
devient une aventure si on accepte cette crise. Par contre, la crise reste une crise si on refuse l'aventure. Et l'aventure aujourd'hui, ce n'est pas l'aventure où on part à l'aventure, ce n'est pas, c'est pas aléatoire. L'aventure aujourd'hui, c'est cette remise en question, cette reconstruction de quelque chose de nouveau. Alors, on a une chance, c'est qu'il y a des milliards d'euros et de dollars qui arrivent sur les marchés pour essayer d'atténuer les effets de la crise. Alors, atténuer les effets de la crise, c'est formidable, mais si maintenant on utilise cet argent pour reconstruire ce qu'on avait avant, on est dans une catastrophe totale, parce qu'on aura dépensé toutes nos cartouches pour reconstruire la catastrophe que nous avions avant la crise. Par conséquent, c'est extrêmement important de voir à quel moment les conditionnalités environnementales, sociales, industrielles, technologiques, numériques doivent être imposées pour l'utilisation de l'argent public qui est injecté sur les marchés. Et il y a eu ce débat en France. Est-ce qu'on doit répondre à l'urgence pour refaire ce qu'on avait avant, c'est-à-dire en fait supprimer une partie des réglementations environnementales pour favoriser la reprise économique, ou est-ce qu'on doit mettre des conditionnalités pour l'utilisation de cet argent? Alors, c'est vrai que ça peut paraître terrible de se dire on va miser sur le futur alors que le présent est tellement difficile à supporter pour beaucoup. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne s'agit pas d'une relance verte ou d'une relance propre ou d'une relance écologiste. Parce qu'à ce moment-là, on part dans des dimensions qui sont politiques et peut-être dans certains cas un peu intangibles. Je pense qu'il faut parler d'une relance efficiente. C'est l'efficience qu'il faut absolument soutenir avec l'argent public. Un exemple, si on met des milliards pour soutenir l'industrie automobile, qui va continuer à fabriquer des moteurs à combustion avec 27% de rendement, donc qui gaspillent 3/4 de l'énergie qu'elles ont dans le réservoir, en sachant que ces voitures vont de toute façon être interdites dans les centres-villes d'ici 5 ou 10 ans, on aura gaspillé l'argent, et pire que ça, on aura gaspillé l'opportunité offerte par la crise. On restera dans la crise, on ne sera pas dans l'aventure. Alors, c'est fondamental de mettre des conditionnalités pour que les constructeurs automobiles qui reçoivent de l'argent public fabriquent des véhicules moins polluants, utilisent des modules qui permettent une meilleure combustion, partent sur des voies de voitures électriques, que ce soit à batterie ou à hydrogène, pourvu que ce soit des moteurs électriques qui ont 97% de rendement, donc seulement 3% de perte. Et là, on se retrouve après la crise avec une industrie automobile moderne. Elisabeth Borne et Bruno Le Maire ont eu le courage d'imposer ça à Air France pour être la compagnie la plus propre du monde après la crise. Voilà quelque chose d'intelligent, mais il faut le faire à l'industrie automobile. Il faut l'appliquer également à la construction, au logement, à l'habitat, au chauffage. Il faut l'appliquer aux dimensions des processus industriels. Il faut le faire au niveau des énergies renouvelables. Pourquoi soutenir quoi que ce soit dans l'énergie fossile quand on sait qu'aujourd'hui, le prix des énergies renouvelables, en fait le prix de l'électricité des énergies renouvelables est déjà 4 fois moins cher que celui de l'énergie fossile et même de l'énergie nucléaire sur la moitié de la planète. Et ça gagne du terrain. Pour l'instant, c'est une bande qui est de la zone tempérée nord à la zone tempérée sud, mais ça s'étend vers le nord. Donc, c'est clair qu'on a une carte à jouer extraordinaire dans la modernisation. Et si on comprend à quel point c'est important de moderniser nos infrastructures, on comprend qu'il y a une troisième voie, comme le disait Jérôme Colombin dans son introduction. C'est vrai que j'aime parler de cette troisième voie à laquelle je crois beaucoup, et c'est ce que j'appelle la croissance qualitative. Parce qu'il faut sortir de ce dilemme entre ce mythe de la croissance illimitée qui nous amène à coup sûr dans un désastre environnemental, mais il faut aussi sortir du mythe de la décroissance économique qui nous amène dans le chaos social. Parce qu'aujourd'hui, quel est le résultat de la crise du Covid? C'est le chaos social dû à une décroissance économique forcée. C'est ça qu'on vit en ce moment. Alors, on se réjouit peut-être à court terme parce qu'il y a 8% de moins d'émissions de CO2. Mais à quel prix? Au prix de milliers d'entreprises qui font faillite et de millions de travailleurs qui sont au chômage.
Alors, dans des pays européens, il y a un filet social. Dans la plupart des pays, ce sont des familles expulsées de chez elles qui finissent dans la rue comme SDF. Est-ce qu'on peut accepter ça? Évidemment pas. Donc, ce qu'il faut, c'est une décroissance, mais pas une décroissance économique. Il faut une décroissance de l'inefficience. Il faut une décroissance du gaspillage. Il faut une décroissance de la démesure. Il faut une décroissance du côté complètement illogique dans lequel on s'est mis à fonctionner. Une décroissance de la bêtise, du laxisme et de la paresse. Ça, c'est important. Et comment est-ce qu'on peut entrer dans cette décroissance de l'inefficience? Eh bien, c'est avec cette troisième voie que j'aime appeler la croissance qualitative. La croissance qualitative, ce n'est pas une croissance où on a plus de consommation, ce n'est pas une croissance où on a plus de production, pas du tout. C'est une croissance dans laquelle on a plus de revenus. C'est une croissance économique, mais dans laquelle on crée du profit et on crée des emplois en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et là, le numérique a une place fondamentale. La place fondamentale du numérique, c'est d'améliorer l'efficience, c'est d'améliorer la qualité des échanges, la rapidité des échanges, d'éviter de transporter ce qu'on peut trouver sur place. Là, le numérique, c'est ce qui permet de créer les réseaux intelligents d'énergie entre la production d'énergie renouvelable, le stockage de cette énergie, l'utilisation de cette énergie, la mise en réseau de toutes les batteries des voitures électriques qui accumulent l'énergie solaire et éolienne quand il y en a trop pour la restituer quand il n'y en a plus assez. C'est donc le stockage individuel au service de la collectivité, de la communauté. On a là un marché industriel extraordinaire. On a le marché industriel du siècle parce qu'il y a tout à refaire. Alors vous allez me dire, ça coûte très cher. Alors à première vue, on peut se dire, il y a déjà des milliards d'euros qui arrivent sur les marchés, donc c'est à ça qu'il faut utiliser cet argent. Mais mieux que ça, toute cette croissance qualitative, elle est autoporteuse financièrement. Elle paye pour elle-même. Les anglo-saxons disent « it pays for itself ». C'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est rentable. L'efficience rapporte. Alors, comment est-ce qu'on peut le prouver? C'est ça que je fais avec la Fondation Solar Impulse. Le tour du monde en avion solaire, c'était le symbole. Mais maintenant, la partie très concrète, terre à terre, c'est de mettre en évidence toutes les technologies, produits, systèmes, matériaux, appareillages, infrastructures, qui sont capables de protéger l'environnement, mais de façon financièrement rentable. Donc, qui créent des emplois et qui créent du profit, qui créent de l'efficience. Nous en avons aujourd'hui 810. Ça augmente chaque jour. 810 de ces solutions technologiques qui sont portées ou par des startups ou par des grandes entreprises. Et notre but, c'est de les mettre à disposition. Vous pouvez déjà trouver les 810 premières sur solarimpulse.com. Mais le but est d'en avoir 1000, d'avoir un portfolio qui devienne vraiment un guide pour dirigeants, un guide que nous amènerons aux chefs d'État, aux chefs d'entreprise, aux institutions, de manière à donner les outils qu'il faut pour atteindre des buts environnementaux rentables, c'est-à-dire pour devenir plus efficients. Alors, à partir de là, il y a effectivement une nouvelle aventure qui est celle d'atteindre les buts qu'on s'est fixés, parce que dire qu'on va être neutre sur le plan carbone en 2050, mais refuser aujourd'hui de faire quoi que ce soit pour y arriver, ça permettra en tout cas pas entre 2049 et 2050 d'atteindre le but. Donc il faut commencer aujourd'hui, pas demain et pas après-demain. Donc on a besoin d'outils. Mais maintenant, ça, disons, je vous ai donné mes convictions. Jérôme va me challenger un petit peu ensuite dans les 10 dernières minutes. Mais j'aimerais terminer par une question à laquelle je n'ai pas de réponse et à laquelle j'aimerais bien que vous réfléchissiez. Une grande partie du problème de l'inefficience, une grande partie du problème du gaspillage, à mon avis, vient du fait que les entreprises sont obligées de vendre beaucoup parce que les marges bénéficiaires sont beaucoup trop faibles. On est obligé d'inonder le marché pour gagner quelques francs, quelques euros, quelques dollars. Et on voit bien, par exemple, Renault. J'ai entendu un chiffre qui m'a vraiment fait peur. 4% de marge
chez Renault pour la vente d'une voiture. Ce n'est pas suffisant. Quand on voit le prix des billets d'avion, c'est totalement insuffisant, le prix du billet, pour que les entreprises puissent traverser des crises, puissent avoir assez de réserves pour traverser une crise, mais également puissent faire suffisamment de profit pour ne pas avoir besoin d'inonder le marché avec leurs offres. Il faut remplir des avions jour et nuit pour arriver à gagner quelques centimes par billet et faire tourner une compagnie aérienne. Donc le modèle auquel je commence à réfléchir, mais je n'ai pas de solution pour savoir exactement comment y arriver, c'est un modèle dans lequel les marges bénéficiaires seraient plus hautes, que les entreprises aient besoin de produire moins et que le client ne soit pas toujours soumis à cette obligation d'achat. Si on achète moins d'énergie, on économise de l'argent et cette énergie peut être vendue un peu plus cher. Le consommateur va y gagner, l'entreprise va y gagner. Et je pense que la vraie efficience aujourd'hui, celle où le numérique va être extrêmement important, c'est la croissance économique dans laquelle les entreprises gagnent plus, les clients consomment moins, il y a moins besoin de production, l'environnement y trouve son compte, le porte-monnaie y trouve son compte. C'est un modèle auquel je vous invite à réfléchir. Je n'ai pas l'habitude de finir par des questions. D'habitude, je finis toujours par mes convictions et mes affirmations. Mais là, faisons un petit peu autrement, parce que je crois qu'il y a vraiment un modèle à découvrir à ce niveau-là. Donc, Jérôme, à vous pour qu'on puisse discuter, challengez-moi un petit peu, parce que je suis en face d'entrepreneurs. J'aimerais vraiment être bien compris par ces entrepreneurs, bien montrer que la protection de l'environnement est importante pour eux et une manière pour eux de survivre, une manière pour eux de se développer. C'est une opportunité. La protection de l'environnement, ce n'est pas une menace. Tout à fait. Merci beaucoup, Bertrand. Effectivement, il y a des questions que moi j'ai envie de vous poser et puis que les gens qui nous regardent également vous posent et peuvent continuer à vous poser. Alors je rappelle le site, c'est num.laref.org. Si vous voulez interroger Bertrand Piccard, dépêchez-vous, il reste quelques minutes seulement. Une première question, Bertrand, qui est poil à gratter. Vous avez parlé de relocalisation. Sommes-nous prêts à relocaliser aussi nos pollutions qui sont liées à l'extraction des matières et aux industries lourdes et qui se font ailleurs aujourd'hui pour que nous puissions nous vivre de manière propre? C'est vrai que parfois on fait des saletés ailleurs. Est-ce qu'on est prêt à rapatrier tout ça aussi? Alors, si on devient plus efficient, il y aura déjà moins de cette pollution qui est délocalisée. Et je pense que la première chose à faire, c'est de compter toutes les externalités dans ce qu'on produit et dans ce qu'on consomme. C'est ridicule de dire que l'Europe a fait énormément de progrès dans ses émissions de CO2, qu'on a enlevé déjà 20 ou 30% des émissions de CO2 d'il y a 20 ans, alors que ces émissions sont produites en Chine pour fabriquer ce qu'on consomme ici. Donc ça c'est clairement pas normal. Donc le prix de vente de tout ce qu'on vend devrait impérativement contenir les externalités de pollution et de transport. Et les lois de l'OMC le permettent. C'est ça qui est intéressant, c'est que tous les pays prennent l'alibi de l'OMC pour dire on n'a pas le droit d'interdire ce qui vient de l'étranger, de le faire payer plus, de mettre des taxes CO2 sur ce qui vient, c'est une discrimination. Non, pas du tout. Si on a une taxe CO2 dans un pays, eh bien, on peut très bien facturer une taxe CO2 aux frontières. C'est totalement autorisé. Et la taxe CO2 est une manière de pousser l'efficience. Ce n'est pas du tout une manière de charger l'industrie. C'est une manière de pousser l'efficience parce que le CO2, ce n'est pas qu'un marqueur de pollution, de changement climatique. Le CO2, c'est avant tout un marqueur d'inefficience. Plus vous produisez de CO2, plus vous gaspillez d'énergie. C'est ça que ça met en avant. Vous parliez des marges également, Bertrand. Alors, augmenter les marges des entreprises, c'est bien, mais le client, on le sait, lui, veut des prix toujours plus bas. On le voit par exemple avec la voiture électrique aujourd'hui. La voiture électrique est très chère. Si c'est pour rapporter que 4% aux constructeurs, c'est assez dramatique. Mais enfin, comment résoudre cette équation? Écoutez, je ne sais pas comment résoudre l'équation elle-même, parce qu'on est dans un monde d'hyper-concurrence où chacun va essayer de vendre le plus possible. Mais ce qu'il faut essayer d'avoir comme concurrence, c'est pas la vente de la plus grande quantité de choses possible parce que ça inonde le marché de trucs inutiles qui polluent et qui gaspillent.
mais c'est de se mettre dans un système économique où la marge est plus haute en économisant la production. Engie a un système économique que je trouve extrêmement intéressant dans un de ses modèles. Engie investit chez les clients pour baisser leur consommation d'énergie. Donc, en fait, ils investissent chez le client pour gagner moins sur la vente. Mais ils gagnent une partie de ce que le client économise. Donc, le modèle, c'est que plus le client économise, plus Engie gagne d'argent grâce à ces services qui sont le plus souvent des services digitaux ou des services de modernisation d'infrastructures électriques. Schneider Electric est capable également de mettre sur le marché tout ce qu'il faut comme infrastructure électrique de manière à offrir aux clients un gain, c'est-à-dire une baisse de ces charges annuelles en termes de chauffage, d'électricité, d'eau chaude, etc. Donc le modèle, ce n'est pas que les entreprises gagnent plus et que le client paye plus, pas du tout. Le but, c'est que l'entreprise gagne plus. Par conséquent, il n'est pas besoin de vendre autant et que le client puisse gagner quelque chose. Et il faut voir ça sur ce qu'on appelle le total time of ownership, sur la durée de vie totale chez le consommateur. Si vous êtes obligé d'acheter des t-shirts toutes les semaines parce que vous les payez 5 € et qui durent une semaine parce qu'après 2 lavages, ils sont fichus, vous faites mieux de les payer 10 € au lieu de 5 € et de les garder 6 mois. C'est là que la qualité va permettre d'améliorer le profit industriel, mais aussi le porte-monnaie de l'utilisateur. L'obsolescence programmée, par exemple, est une catastrophe. Mais l'obsolescence programmée des marchands de téléphones portables est justifiée par les marges faibles. On ferait beaucoup mieux de vendre des téléphones qui durent 2 fois plus longtemps et qui coûtent 100 € de plus, parce que 100 € de plus dans un chiffre d'affaires, ça peut doubler le bénéfice. Et pour le client, eh bien forcément, ça lui coûtera 2 fois moins cher si le téléphone dure 2 fois plus longtemps. Donc c'est ce modèle-là. Mais je ne suis pas un économiste ou un financier, mais ce que je vois, c'est que ça marche. Ce que je ne sais pas, c'est comment le faire marcher. On a plusieurs questions qui vont un petit peu dans le même sens. Je vous fais une petite synthèse. Une question qui vous demande si le numérique peut avoir un impact sur la réduction de la taxe et de la pression fiscale qui est, estime cette personne, c'est Alex, qui est donc la pression fiscale aujourd'hui mal redistribuée. Et puis une autre question de Corinne qui nous demande si finalement le problème, c'est pas qu'on n'a plus de notion du vrai prix. Puisque en fait la valeur se déplace de plus en plus vers les services. Vous avez évoqué d'ailleurs cette question des services. Il y a un côté positif et il y a peut-être aussi un côté négatif, Bertrand. Alors, je crois qu'on a perdu le sens des valeurs au profit d'un sens des prix. C'est-à-dire, on ne regarde que le prix, on ne regarde pas la valeur. Et le service, c'est quelque chose qui a de la valeur et qui peut diminuer la production de biens matériels. C'est ça qui est intéressant. Dans le débat précédent, l'histoire des journaux papier est très intéressant. C'est complètement inefficient d'avoir des journaux papier partout qu'on jette à la fin de la journée, avec 90%, comme l'exemple qui était donné, de journaux détruits parce qu'ils ne sont pas vendus. À ce niveau-là, le digital, forcément, table ronde précédente. Est intéressant. Maintenant, la charge fiscale. Ce n'est pas le numérique qui va changer la charge fiscale, à mon avis. C'est la taxe CO2. Une taxe CO2 qui est bien faite et qui est redistribuée à la population est une manière de lutter contre les inégalités également. C'est-à-dire que chacun paye une taxe CO2 en fonction du CO2 qu'il produit ou qui est attribué à sa consommation, et puis elle est redistribuée à la population de manière totalement équitable. Sur 65 millions de Français, il y a 65 millions de petites parts qui sont redistribuées. Donc celui qui a des moyens modestes, qui part peu en vacances, qui a une petite maison, une petite voiture, il va recevoir plus d'argent que ce qu'il a payé. Et celui qui est associé à beaucoup de production de CO2 va recevoir en retour beaucoup moins que ce qu'il a payé. C'est une manière extraordinairement sociale de faire une redistribution qui n'est pas punitive et qui est incitative. Très bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, un grand merci.